Prenons l'exemple des marchés de travaux soumis à la loi MOP. La loi de santé ne prévoit aucune dérogation aux compétences du maître d'ouvrage public. Ne prévoyant pas cette dérogation, l'établissement public de santé, qui a la qualité de maître d'ouvrage public, demeure compétent pour signer ces marchés de travaux et ces marchés de maîtrise d'œuvre soumis à la loi MOP. Quels conseils pourrais-tu donner aux établissements pour sécuriser leur démarche d'achat? De travailler en concertation en 2 étapes. La première étape, la définition du périmètre achat, comme on vient de l'évoquer. La deuxième étape, la définition des modalités de mise en œuvre de cette répartition nouvelle des compétences relativement à la fonction achat. Pour ce faire, l'établissement support et les établissements parties peuvent travailler ensemble à la rédaction de protocoles. Un protocole qui définirait les règles d'exercice de cette fonction achat et des règles qui soient claires et opposables à tous. Les établissements hospitaliers sont dans l'obligation de franchir une nouvelle étape avec la mise en place des GHT qui s'imposent à tous les établissements publics de santé, y compris ceux qui jusqu'ici n'avaient pas de labo. Si les établissements du GHT décident de confier toute l'activité de biologie à l'un d'entre eux, ou la réalisation de telle famille d'examens à un établissement A et telle autre famille d'examens à un établissement B, on est clairement dans la logique de marché public. Oui, on peut en sortir. L'ordonnance du 23 juillet 2015 relative au marché public prévoit des cas de dérogation. En fait, il s'agit de sortir de la prestation de service pour favoriser la coopération. L'expérience a pu montrer que l'administration fiscale procédait aujourd'hui de plus en plus à des vérifications de comptabilité et à des propositions de rectification dans l'ensemble des impositions. Les conséquences financières peuvent être particulièrement importantes, notamment pour les acteurs publics. C'est la raison pour laquelle il faut s'intéresser à la question de la fiscalité dans tout projet de coopération sanitaire. En d'autres termes, un établissement membre pourra devenir débiteur d'une imposition à laquelle il n'aurait pas été assujetti si l'activité avait été réalisée en interne. Le CHSCT, il est investi d'une mission concernant la santé, les conditions de travail au sein de l'hôpital. Et les personnes qui siègent au sein du CHSCT sont des membres des organisations syndicales et à ce titre-là, de par la loi, ont des prérogatives qui sont bien plus importantes qu'au sein du comité technique d'établissement. Et donc ce déséquilibre en termes de prérogatives fait que le CHSCT, aujourd'hui, est devenu un acteur central dans le dialogue social à l'hôpital. PIM, c'est Plateau d'imagerie médicale mutualisée. PIMM. C'est une nouveauté de la loi du 26 janvier 2016. Ce sera très probablement le nouveau mode d'organisation de la radiologie territoriale. Parce que le PIM repose sur quelque chose de très différent. Tu vas aller au-delà de la simple mutualisation des équipements. Tu décides de créer une équipe commune. Et la grande force de l'article L 6122-15, ce sera le seul article que je vais citer, qui est issu de la loi, c'est de donner la possibilité de déroger aux rémunérations des libéraux pour ce qui est conventionnel, pour les publics de leur statut. Or, le PIM, c'est tout le monde travaille ensemble, quelle que soit l'origine du patient. Quelle serait la solution alors? C'est le groupement de coopération sanitaire. Le contrôle va débuter par une notification à l'établissement. Donc l'établissement reçoit cette notification qui va en fait exposer toutes les modalités pratiques du contrôle, à savoir la date de début du contrôle, les champs qui vont être contrôlés, les champs d'activité, ainsi que le nom et la qualité des personnes qui vont opérer ce contrôle. L'équipe de contrôle va alors analyser les codages appliqués par l'établissement à chaque séjour contrôlé. Une fiche de concertation, appelée fiche argumentaire, va être établie entre l'assurance maladie et le médecin DIM. À ce stade de la concertation au moment du contrôle, que l'établissement peut mettre toutes ses chances de son côté pour faire valoir sa position. Et le médecin DIM doit impérativement recueillir toutes les informations des dossiers médicaux qui pourront justifier les codages retenus et les facturations qui sont contestées par l'assurance maladie. Et les établissements publics imaginent que grâce à ces prérogatives, si un contrat ne leur convient plus, ils seront en mesure d'y mettre un terme. Pourtant,
on s'aperçoit, et c'est la pratique qui me le fait dire, que très souvent, les hôpitaux se retrouvent dans une position que l'on peut qualifier de faiblesse. Et les prérogatives de modification unilatérale ou de résiliation unilatérale, elles interviennent dans l'exécution du contrat. Avant la phase d'exécution, il y a une autre phase plus importante qui est la phase de construction du contrat, de négociation. Et c'est cette partie-là qui est délaissée. En fait, je pense qu'à se croire armés, les personnes publiques en oublient de s'entraîner et de connaître la négociation. Aussi réfléchir aux clauses de résiliation du contrat et aux clauses qui permettent de faire évoluer le contrat tout au long de sa durée. Et la durée peut être très longue puisqu'on a des contrats qui vont de 20, 25, voire 30 ans. Et là, il s'agit de clauses de sauvegarde, de clauses de renégociation, de clauses de revoyure, et c'est tout à fait essentiel et nous insistons beaucoup sur ce point. La Cour des comptes européenne a rendu un rapport encore très récemment sur les partenariats publics-privés dans l'espace européen, montrant bien que les personnes publiques avaient à un moment donné quitté l'outil contractuel. Il y a un élément à conseiller, c'est évidemment le suivi de l'exécution. La négociation, la renégociation, elle est possible. Il faut aussi prendre de front ces contrats complexes pour en examiner la régularité, la légalité, la licéité, clause par clause. Pour pouvoir renégocier, établir ce fameux rapport de force, il faut arrêter de se considérer comme la partie faible. Et puis peut-être s'inspirer, c'est pas copier, mais s'inspirer du secteur privé, de ses bonnes pratiques, parce qu'on est souvent abasourdi par le fait que n'importe quelle PME se protège mieux dans ses contrats que les personnes publiques qui sont censées avoir des prérogatives tout à fait exorbitantes. Tu vois là encore le paradoxe. Elle représente tout d'abord un enjeu économique pour les offreurs de santé, puisqu'elle conditionne à la fois le droit d'exercer l'activité et le droit de facturer aux caisses de sécurité sociale les soins dispensés aux patients. En clair, sans ces autorisations, il n'y a pas d'activité possible. Une phase de concertation est en cours actuellement entre le ministère de la Santé, les fédérations hospitalières et les professionnels concernés. Elle doit déboucher sur la rédaction de nouveaux décrets spécifiques à chaque activité qui devraient être publiés par vagues successives entre 2019 et 2020. À mon sens, cette réforme doit permettre 3 évolutions. Tout d'abord, assouplir la réglementation pour favoriser la mise en place de coopération entre les établissements et les professionnels de santé. Le droit des autorisations sanitaires ne doit pas être un frein à la structuration territoriale de l'offre de soins. Deuxième évolution souhaitée à mon sens, il s'agit de définir des normes de fonctionnement pour les activités qui n'en sont pas dotées actuellement. Je pense notamment à la chirurgie et à la médecine. Cette évolution permettra par ailleurs aux agences régionales de santé de sélectionner les meilleurs projets, ce qui n'est pas toujours le cas actuellement. On retrouve à chaque fois la même définition. C'est qu'aucun salarié ou agent public ne peut subir des actes répétés de harcèlement moral qui portent atteinte à ses conditions de travail, à sa dignité, à sa santé psychique, physique, etc. Il y a un vrai problème parce que la définition est trop subjective, à l'inverse de la définition de la législation européenne, de la directive européenne sur le sujet, et qu'il y a une nécessité là impérative d'objectiver le texte pour effectivement que, dans les faits, on puisse lutter efficacement. Le salarié, si, pour peu qu'il soit à ce moment-là un peu en fragilité, par rapport à la perception qu'il a de sa compétence, de sa place dans l'entreprise ou dans l'établissement public, peut commencer à s'interroger sur la mise en cause de sa qualité professionnelle. Et là, c'est là où on entre en zone de danger. Et c'est là où, potentiellement, peut commencer une forme de spirale descendante, où le salarié ou l'agent public va être en interprétation de chaque terme, chaque positionnement de son manager. La règle est assez simple. Tous les examens de biologie médicale doivent être facturés au prix fixé par la sécurité sociale, ce qu'on appelle communément le prix du B et qui est aujourd'hui à 27 centimes. Il n'est pas possible de déroger à ce prix. La redevance, c'est la rémunération que verse le praticien à l'établissement au sein duquel il intervient en contrepartie des services dont il bénéficie. La mise à disposition de locaux, de matériel, de personnel. Pour être licite, cette redevance doit correspondre dans son montant au coût réellement supporté par l'établissement et ne pas être déjà couvert par les financements de l'assurance maladie.
Je pense qu'il faut se souvenir que la loi de 78, la fameuse loi informatique et liberté, et la directive de 95 sont anciennes. Elles datent d'avant l'Internet. Donc il était vraiment nécessaire de moderniser ce cadre juridique. Je pense par exemple dans le domaine de la sécurité au plan d'action SSI. Il est très important de les réexploiter entièrement, de bien visualiser ce qu'ils peuvent apporter à la démarche. C'est une économie importante d'énergie. Par exemple, lorsque l'on va réaliser la cartographie des données, qui est préalable à l'élaboration du registre, il sera vraiment très important de partir de cet existant et pour en dégager la notion de traitement qui, quant à elle, est vraiment une option purement juridique.